Bienvenue à l'école des élus. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Le système Clef universel du succès. 7e partie. L'être humain a depuis toujours cru en un pouvoir invisible, à travers et par lequel toutes les choses ont été créées et sont continuellement recréées. Nous pouvons personnaliser ce pouvoir et l'appeler Dieu, ou nous pouvons le considérer comme l'essence, ou l'esprit qui imprègne toutes choses. Mais dans les deux cas, l'effet est le même. En ce qui concerne l'individu, le domaine objectif, visible, physique, est personnel, ce qui peut être connu par les sens. Il est constitué du corps, du cerveau et des nerfs. Le domaine subjectif est spirituel, invisible et impersonnel. Le conscient est personnel parce qu'il est une entité individuelle. L'impersonnel étant de nature et de qualité identique à la totalité de l'être, n'est pas conscient de soi et a été dénommé en conséquence le subconscient. Le principe personnel ou conscient a le pouvoir de volonté et de choix, et il peut donc exercer son jugement dans la sélection des méthodes de résolution des problèmes. Le principe impersonnel ou spirituel étant une partie ou faisant un avec la source et l'origine de tout pouvoir, ne peut absolument pas exercer un tel choix, mais en revanche, il a des ressources infinies à sa disposition. Il peut produire et il produit des résultats par des méthodes que l'esprit conscient ou individuel ne peut même pas concevoir. Vous verrez par conséquent que c'est un privilège de dépendre de la volonté humaine avec toutes ses limites et idées erronées pour d'utiliser les potentiels de l'infini présents dans l'esprit subconscient. C'est là que se trouve l'explication scientifique du pouvoir fabuleux qui a été mis à notre disposition si nous le reconnaissons, comprenons et apprécions. La 7e partie de cet ouvrage vous indique la méthode d'utilisation consciente du pouvoir tout-puissant. La visualisation est le processus par lequel nous formons des images mentales et l'image est le moule ou le modèle dont émergera votre avenir. Faites en sorte que votre modèle soit clair et beau. N'ayez pas peur, voyez grand. Rappelez-vous que rien ni personne ne peut vous imposer des limites à part vous-même. Vous n'êtes pas limité par le coût ou le matériel. Puisez vos ressources dans l'infini. Constituez-vous une imagination fertile. C'est là qu'il doit exister avant de pouvoir se manifester ailleurs. Formez une image claire et précise. Gardez-la constamment à l'esprit et vous attirerez progressivement et inévitablement l'objet désiré à vous. Vous serez ce que vous voulez être. C'est un autre fait psychologique, bien connu. Mais malheureusement, la lecture des livres qui traitent de ce sujet ne vous apportera pas le résultat escompté. Cela ne vous aidera même pas à former des images mentales et encore moins à les manifester dans la réalité. Le travail est indispensable, un travail mental assidu, le type d'effort que très peu de personnes sont prêtes à fournir. Le premier pas est l'idéalisation. C'est aussi le pas le plus important, puisqu'il s'agit de votre plan de construction. Il doit être précis, fiable, permanent. L'architecte qui dessine le plan pour un immeuble de 30 étages imagine chaque trait, chaque détail par avance. L'ingénieur qui construit un pont au-dessus d'une abîme veille d'abord à satisfaire les normes de solidité d'1 million de parties séparées. Il voit la fin même avant de commencer. Pareillement, vous devez voir mentalement ce que vous désirez. Vous semez la graine, mais avant de le faire, vous voulez savoir ce que vous voulez récolter. Cette opération se nomme l'idéalisation.
Si vous n'êtes pas sûr, retournez à votre chaise chaque jour jusqu'à ce que l'image devienne claire. Elle se déploiera progressivement. Au début, le plan général sera flou, puis ses contours se préciseront, puis les détails apparaîtront et vous développerez graduellement le pouvoir qui vous permettra de concevoir des plans qui se matérialiseront à terme dans le monde objectif. Vous saurez ce que le futur vous réserve. Ensuite vient le processus de visualisation. Votre image est de plus en plus complète, fournie, dense. Voyez-en chaque élément et au fur et à mesure que tous les détails se dessinent devant votre regard intérieur, les manières et les moyens de conduire votre image à se manifester dans la réalité objective apparaissent. Une chose conduit à l'autre. La pensée mènera à l'action. L'action développera les méthodes. Les méthodes mèneront aux amis. Les amis aux circonstances et ainsi la troisième étape où la matérialisation sera accomplie. Nous reconnaissons tous que l'univers a dû d'abord être conçu et formé dans la pensée avant de pouvoir devenir une réalité matérielle. Et si nous acceptons de suivre le mode opératoire du grand architecte de l'univers, nous découvrirons que nos pensées se matérialisent de la même manière que l'idée de l'univers s'est matérialisée sous une forme concrète. C'est le même esprit qui agit à travers l'individu. Il n'y a pas de différence de nature ou de qualité, mais uniquement de différence de degré. L'architecte visualise son édifice. Il le voit tel qu'il désire qu'il soit. Sa pensée devient le modèle d'où émergera enfin la construction, qu'elle soit grande ou petite, complexe ou simple, somptueuse ou modeste. Sa vision se concrétise sur le papier, puis le matériau nécessaire est utilisé et l'immeuble se dresse achevé. L'inventeur visualise son idée exactement de la même manière. Par exemple, Nikola Tesla, un géant intellectuel, un des plus grands inventeurs de toutes les époques, visualisait toujours ses surprenantes inventions avant de commencer à les réaliser. Il ne se hâtait pas de leur donner forme, de les matérialiser, pour passer ensuite son temps à les corriger défaut par défaut. Ayant d'abord construit l'idée dans son imagination, il gardait l'image dans son esprit pour la modifier et l'améliorer par la pensée. De cette manière, écrit-il dans l'expérimentateur électrique, je suis capable de développer et de perfectionner rapidement une conception sans même toucher à quoi que ce soit. Quand j'arrive au point où j'ai apporté mentalement toutes les améliorations possibles que je suis en mesure d'imaginer et que je ne vois plus aucun défaut nulle part, j'entreprends de matérialiser et de concrétiser le produit de mon cerveau. Les résultats finaux fonctionnent invariablement comme je l'ai imaginé. En 20 ans, il n'y a jamais eu une seule exception. Si vous arrivez à suivre consciencieusement ces instructions, vous développerez la foi. Le genre de foi qui est la substance des choses que l'on espère, la preuve des choses que l'on ne voit pas. Vous développerez la confiance. Le genre de confiance qui donne l'endurance et le courage. Vous développerez le pouvoir de concentration qui vous permettra d'exclure toutes les pensées étrangères à votre but. La loi veut que la pensée se manifeste sous forme matérielle et seul celui qui sait comment être le penseur divin de ses propres pensées peut prendre la place du maître et parler avec autorité. On obtient la clarté et les attitudes de l'image mentale uniquement en la visualisant constamment. À chaque répétition, l'image est plus claire et précise que la fois précédente et sa manifestation extérieure correspondra à sa clarté et sa précision. Vous devez la fixer solidement dans votre univers mental intérieur pour qu'elle puisse prendre forme dans le monde extérieur.
et vous ne pouvez rien construire de valable, même pas dans le monde mental, si vous n'avez pas le bon matériau. Lorsque vous avez ce matériau, vous pouvez construire ce que vous désirez. Mais assurez-vous toujours d'abord de sa qualité. Vous ne pouvez pas faire de la popeline avec des tissus de récupération. Ce matériau sera créé par des millions d'ouvriers mentaux silencieux et il sera construit selon l'image que vous portez dans votre esprit. Réfléchissez-y. Vous avez plus de 5 millions d'ouvriers mentaux actifs et prêts à vous servir. On les appelle les cellules cérébrales. De plus, il existe une force en réserve, au moins égale en nombre, prête à agir au moindre appel. Votre pouvoir de penser est donc illimité. Et cela signifie que votre pouvoir de créer le genre de matériaux nécessaires à la construction de l'environnement que vous désirez est pratiquement illimité. En plus de ces millions d'ouvriers mentaux, vous avez des billions d'ouvriers mentaux dans votre corps, dont chacun est doté d'une intelligence suffisante pour comprendre et agir en fonction de chaque message ou suggestion donnée. Toutes ces cellules sont occupées à créer et recréer le corps. Mais en plus de cela, elles sont dotées d'une activité psychique qui leur permet d'attirer la substance nécessaire à leur développement parfait. Elles font cela en fonction de la même loi et de la même manière que toutes les autres formes de vie qui attirent constamment les éléments nécessaires à leur croissance. Le chêne, la rose, le lit, tous ont besoin de certains éléments pour leur expression la plus parfaite et ils l'obtiennent par la demande silencieuse. La loi de l'attraction qui est la manière la plus sûre d'obtenir ce qui est nécessaire au développement maximal. Formez votre image mentale. Rendez-la claire, distincte, parfaite. Fixez-la dans votre esprit. Les manières et les moyens de sa concrétisation viendront d'eux-mêmes. L'approvisionnement suivra la demande. Vous serez conduit à la bonne chose au bon moment et de la meilleure des manières. Le désir ardent créera l'anticipation confiante qui à son tour doit être fortifiée par la demande résolue. Les trois réunis ne peuvent manquer d'atteindre le but car le désir ardent est l'émotion. L'anticipation confiante est la pensée et la demande résolue est la volonté. Et comme nous l'avons vu, l'émotion donne de la vitalité à la pensée et la volonté la maintient fermement jusqu'à ce que la loi de la croissance ne la manifeste dans la réalité visible. N'est-il pas si merveilleux que l'homme ait un pouvoir aussi formidable en lui, des facultés transcendantales dont il ne soupçonnait pas l'existence? N'est-il pas étrange qu'on nous ait toujours enseigné de rechercher la force et le pouvoir en dehors de nous-mêmes? On nous a appris à les chercher partout ailleurs sauf à l'intérieur de nous, et chaque fois que ce pouvoir se manifeste dans nos vies, on nous disait que c'était dû à une intervention surnaturelle. De nombreuses personnes ont appris à connaître ce merveilleux pouvoir et elles sont sérieuses et consciencieuses dans leur effort d'obtenir la santé, le pouvoir et d'autres conditions désirables. Mais elles échouent. Elles semblent incapables de faire agir la loi en leur faveur. La difficulté dans presque tous ces cas est due au fait qu'elles comptent sur les facteurs extérieurs. Elles désirent l'argent, le pouvoir, la santé et l'abondance, mais ne parviennent pas à les réaliser des effets qui ne peuvent se produire que lorsque la cause a été trouvée. Ceux qui ne prêtent pas attention au monde extérieur recherchent uniquement la vérité et la sagesse. Et ils découvrent que cette sagesse se déploie et révèle la source de tout pouvoir, qu'elle se manifeste dans la pensée, dans l'intention qui créera les conditions externes désirées. Cette vérité s'exprime dans les aspirations élevées et les actions courageuses. Cherchez uniquement les idées et idéaux. N'accordez pas une seule pensée aux conditions extérieures.
un monde intérieur de beauté et d'abondance. Et le monde extérieur exprimera et manifestera votre état intérieur. Vous réaliserez votre pouvoir de créer les idéaux et ces idéaux seront projetés dans le monde des effets. Vous aurez votre pouvoir de créer des idéaux et ces idéaux seront projetés dans le monde des effets. Prenons l'exemple d'un homme endetté. Il pensera continuellement à cette dette. Il se concentrera sur elle. Et comme les pensées sont les causes, l'effet sera que non seulement il enchaînera encore plus étroitement à cette dette, mais il s'en attirera encore de nouvelles dettes. Il déclenche l'opération de la loi d'attraction avec les résultats habituels et inévitables. La perte mène à une perte encore plus grande. Comment faut-il procéder dans ce cas? Concentrez-vous sur ce que vous désirez au lieu de vous focaliser sur ce que vous ne désirez pas. Pensez l'abondance. Représentez-vous les méthodes et les plans pour activer la loi de l'abondance. Visualisez les conditions créées par la loi de l'abondance. Ceci aboutira à leur manifestation. Si la loi opère avec une exactitude parfaite pour attirer la pauvreté, le manque et toute autre forme de limitation à ceux qui nourrissent les pensées de manque et de peur, elle agira aussi inexorablement pour attirer l'abondance et l'opulence à ceux qui nourrissent des pensées de courage et de puissance. Nombreuses sont les personnes pour qui cela représente une grande difficulté. Nous sommes trop anxieux. Nous manifestons l'anxiété, la peur, la détresse. Nous voulons faire quelque chose. Nous voulons aider. Nous ressemblons à l'enfant qui vient juste de planter une graine et qui revient sur ses pas toutes les 15 minutes et remue la terre pour voir si la graine pousse. Dans ces conditions, bien sûr, la graine ne mûrira jamais. Et pourtant, c'est exactement ce que font beaucoup d'entre nous dans le monde mental. Vous devez planter la graine et la laisser pousser tranquillement. Cela ne signifie nullement que nous devons rester assis à ne rien faire. Au contraire, nous ferons plus et mieux que jamais auparavant. De nouvelles voies apparaîtront, de nouvelles portes s'ouvriront. Il suffit d'avoir l'esprit ouvert et d'être prêt à agir au moment opportun. La force de la pensée est le moyen le plus puissant d'acquérir la connaissance. Et quand elle est concentrée sur un sujet, elle résout tout problème. Rien n'est inaccessible à la compréhension humaine. Mais vous devez travailler pour gagner la collaboration de la force de la pensée et lui faire exécuter vos ordres. Rappelez-vous que la pensée est le feu qui produit la vapeur qui fait tourner la roue de la fortune dont dépendent vos expériences. Posez intérieurement quelques questions, puis attendez respectueusement la réponse. Ne sentez-vous pas de temps à autre votre moi profond? Affirmez-vous votre moi ou suivez-vous la majorité? N'oubliez pas que la majorité est toujours conduite et qu'elle ne conduit jamais. La majorité est celle qui se battait bec et ongle contre la locomotive à vapeur, le métier à tisser électrique et tout autre progrès ou amélioration dans l'histoire. Dans l'exercice de cette partie, visualisez votre ami. Visualisez un ami. Voyez-le exactement tel qu'il était lors de votre dernière rencontre. Revoyez la pièce, les meubles. Souvenez-vous du contenu de votre conversation. Puis voyez son visage distinctement. Puis parlez-lui d'un sujet qui vous intéresse tous les deux. Observez le changement de son expression. Regardez le sourire. Pouvez-vous le faire? Si oui, c'est bon. Vous pouvez le faire. Éveillez maintenant son intérêt. Racontez-lui un récit d'aventure. Voyez ses yeux pétiller d'amusement ou d'extinction. Pouvez-vous voir et faire tout cela? Si oui, vous avez une bonne imagination. Vous faites de grands progrès.
8e partie. Dans cette partie, vous découvrirez que vous pouvez librement choisir ce que vous pensez. Mais le résultat de ce choix que vous allez opérer par vos pensées est régi par une loi immuable. N'est-ce pas une idée merveilleuse? N'est-il pas merveilleux de savoir que nos vies ne sont pas soumises aux caprices, au hasard, à l'aléatoire, mais qu'elles sont gouvernées par une loi? La stabilité est notre opportunité, car en observant la loi, nous pouvons obtenir l'effet désiré avec une précision infaillible. C'est la loi qui fait de l'univers un grand hymne à l'harmonie. Si la loi n'existait pas, l'univers serait le chaos et non le cosmos. C'est là que se trouve le secret de l'origine du bien et du mal. De tout bien et de tout mal qui ait jamais existé et qui existera jamais. Laissez-moi vous donner un exemple. La pensée débouche sur l'action. Si vos pensées sont constructives et harmonieuses, le résultat le sera aussi. Si vos pensées sont destructives et discordantes, le résultat le sera aussi. Il n'y a donc qu'une seule loi, un seul principe, une seule cause, une seule source de pouvoir, et le bien et le mal ne sont que des mots qui ont été forgés pour décrire les résultats de nos actions, de notre observation ou non de cette loi. Ce principe est bien illustré dans les vies d'Emerson et de Carlyle. Emerson aimait le bien et sa vie était une symphonie de paix et d'harmonie. Carlyle haïssait le mal et sa vie n'était que discorde et disharmonie perpétuelle. Nous avons ici l'exemple de deux grands hommes dont chacun était résolu à atteindre le même idéal, mais l'un avait une attitude mentale constructive et était ainsi en harmonie avec la loi naturelle, tandis que l'autre avait des pensées destructives et ne s'attirait que des problèmes. Il est évident par conséquent que nous ne devons rien haïr, même pas le mal, parce que la haine est destructive. Et nous découvrirons bien assez rapidement qu'en nourrissant des pensées négatives, nous semons le vent et nous récolterons alors la tempête. Partie 8. La pensée contient un principe vital parce qu'elle est le principe créatif de l'univers et qu'elle se regroupe naturellement avec d'autres pensées similaires. Comme le seul but de la vie est la croissance, tous les principes sous-jacents à l'existence contribuent à la réaliser. La pensée, par conséquent, tend nécessairement à prendre forme et la loi de la croissance conduit à sa manifestation dans la réalité. Vous pouvez choisir librement vos pensées, mais leur résultat est régi par une loi immuable. Toute forme de pensée persistante produit inévitablement un résultat visible dans le caractère, la santé et les circonstances de vie de l'individu. Les méthodes par lesquelles nous substituons les habitudes mentales constructives à celles qui ne produisaient pas des effets désirables sont par conséquent d'une importance primordiale. Nous savons tous que ce n'est pas facile à faire car les habitudes mentales sont résistantes, mais c'est néanmoins faisable et la façon de procéder est de commencer immédiatement par remplacer les pensées destructives par des pensées constructives. Prenez l'habitude d'analyser chacune de vos pensées. Si elle est utile, si sa manifestation dans le monde objectif sera bénéfique, non seulement à vous-même, mais aussi à tous ceux qu'elle peut affecter de quelque manière que ce soit, alors nourrissez-la, chérissez-la, elle est précieuse, elle est en harmonie avec l'infini. Elle va croître et se développer et produira les fruits au centuple. D'un autre côté, il vous sera utile de garder à l'esprit cette citation de George Matthew Adams. Apprenez à fermer la porte et à interdire l'accès à votre esprit, à votre bureau, à votre monde, à tout élément qui cherche à s'y introduire et qui n'a aucune visée utile ou constructive. Si votre pensée a été critique ou destructive,
et qu'elle a abouti à un état de discorde ou de disharmonie dans votre environnement, vous devez cultiver désormais une attitude mentale favorable aux pensées constructives. Votre imagination vous sera d'une grande utilité. Dans ce sens, cultiver l'imagination mène au développement de l'idéal dont émergera votre avenir. L'imagination rassemble les fils avec lesquels l'esprit tisse l'étoffe dont votre futur sera vêtu. L'imagination est la lumière qui nous fait pénétrer dans de nouveaux univers de pensée et d'expérience. L'imagination est l'instrument puissant avec lequel chaque créateur, chaque inventeur a élargi les limites de l'expérience humaine. Le précédent disait, cela ne peut être fait. Celui-ci dit, c'est fait. L'imagination est un pouvoir extrêmement flexible qui combine les perceptions sensorielles en une multitude de formes et de modèles différents. L'imagination est la forme de pensée constructive qui précède nécessairement toute forme d'action constructive. Un bâtisseur ne peut rien bâtir avant d'avoir reçu les plans de l'architecte et l'architecte les crée dans son imagination. Un grand industriel ne peut créer une société géante qui coordonne les activités de centaines d'entreprises moins importantes et des milliers d'employés et utilise des millions de dollars de capitaux s'il n'a pas d'abord élaboré toute la construction dans son imagination. Les objets du monde matériel sont comme l'argile dans les mains du potier. C'est dans le cerveau que les choses se créent et c'est l'imagination qui fait le travail. Pour développer l'imagination, il faut l'exercer. L'exercice est aussi nécessaire pour développer le muscle mental qu'il l'est pour les muscles physiques. Il faut le nourrir, sinon il ne se développera pas. Ne confondez pas l'imagination avec la fantaisie ou le type de rêverie dans lequel certaines personnes se complaisent. La rêverie est une forme de dissipation qui peut conduire à la débâcle mentale. L'imagination constructive est un véritable travail mental que certains considèrent même comme le plus dur que n'importe quel autre travail, même si c'est le cas. Il rapporte les plus grands bénéfices car tous les grands accomplissements appartiennent aux hommes et aux femmes capables de penser, d'imaginer et de réaliser leurs rêves. Quand vous serez pleinement conscient du fait que l'esprit est le seul principe créateur, qu'il est omnipotent, omniscient et omniprésent, et que vous pouvez vous harmoniser consciemment par le pouvoir de votre pensée à ce principe, vous aurez franchi un grand pas dans la bonne direction. L'étape suivante est de vous mettre en position d'accueillir ce pouvoir. Comme il est omniprésent, il est nécessairement déjà en vous. Nous savons qu'il en est ainsi car nous savons que tout pouvoir vient de l'intérieur, mais qu'il doit être développé, révélé, cultivé. Pour cela, nous devons être réceptifs. Et cette réceptivité s'acquiert de la même manière que la force physique s'acquiert par l'exercice. La loi de l'attraction vous attirera infailliblement les conditions, l'environnement et les expériences de vie qui vous correspondent et qui correspondent à votre attitude mentale habituelle, typique et prédominante. Ce n'est pas ce que vous pensez de temps à autre quand vous êtes à l'église ou que vous venez juste de terminer un bon livre qui compte, mais votre attitude mentale prédominante. Vous ne pouvez pas entretenir des pensées faibles, nocives, négatives, 10 heures par jour et vous attendre à avoir des conditions et expériences de vie harmonieuses et belles avec seulement 10 minutes de pensée positive, forte et créative. Le vrai pouvoir vient de l'intérieur. Tout le pouvoir potentiellement utilisable est à l'intérieur de chaque individu, attendant pour se manifester juste que celui-ci le reconnaisse en premier lieu, puis qu'il affirme qu'il lui appartient et qu'il en imprègne sa conscience jusqu'à ce qu'il s'y identifie et s'unisse à lui. Les gens disent qu'ils désirent une vie d'abondance
Et c'est ce qu'ils désirent réellement. Mais ils sont si nombreux à croire dans ce but, ils doivent développer leurs muscles ou respirer de manière scientifiquement correcte, manger certains aliments d'une certaine façon, boire tant de verres d'eau par jour à tel degré de température, se protéger des courants d'air et ainsi de suite. Que l'on adopte l'une ou l'autre de ces méthodes est complètement indifférent quant au résultat. En revanche, quand l'homme s'éveille à la vérité et affirme son unité avec la vie, son regard s'éclaircit, sa démarche s'assouplit, il retrouve la vigueur de sa jeunesse. Il s'aperçoit qu'il a trouvé la source de tout pouvoir. Toutes les erreurs proviennent de l'ignorance. Le développement de la connaissance et le pouvoir qui en découle est ce qui détermine la croissance et l'évolution. La renaissance et la démonstration de la connaissance est ce qui constitue le pouvoir, qui est un pouvoir spirituel qui réside au cœur de toute chose. Il est l'âme de l'univers. La connaissance est le résultat de la capacité de penser de l'homme. La pensée est donc le germe de l'évolution de l'être humain. Quand l'homme cesse de progresser intellectuellement et spirituellement, ses forces commencent immédiatement à décliner et à se désintégrer. Et ce changement s'imprime peu à peu sur son visage et son apparence générale. Les personnes de succès accordent la priorité à la représentation mentale des buts qu'ils veulent atteindre, ainsi que des étapes qui y mènent. Les pensées constituent leur matériau de construction et leur imagination est l'atelier mental. L'esprit est la force en mouvement perpétuel qui leur permet d'attirer les personnes et les circonstances nécessaires pour édifier leur réussite, et l'imagination est la matrice dans laquelle ils forment leurs projets importants. Si vous êtes fidèle à votre idéal, vous entendrez l'appel lorsque les circonstances pour la matérialisation de vos plans seront mûres et les résultats seront à la mesure de votre fidélité à votre idéal. L'idéal fermement maintenu est ce qui prédétermine et attire les conditions nécessaires à sa réalisation. C'est ainsi que vous pouvez tisser l'esprit et le pouvoir dans la toile de toute votre existence. C'est ainsi que vous pouvez mener une vie agréable et être définitivement à l'abri de tout danger. C'est ainsi que vous pouvez devenir une force positive qui attire à soi les conditions de l'abondance et de l'harmonie. C'est le levain qui imprègne progressivement la conscience générale et qui est en grande mesure responsable des troubles et de l'agitation que nous observons actuellement un peu partout. Dans la partie précédente, vous avez créé une image mentale. Vous l'avez sortie de l'invisible dans le visible. Dans cette partie, je vous propose de prendre un objet et de remonter à son origine, de voir de quoi il est réellement fait. Le but de cet exercice est de développer votre imagination, votre perspicacité et votre perception. Ces facultés ne viendront pas dans l'observation superficielle, mais d'une observation analytique pénétrante qui ne reste pas à la surface des choses. Rares sont ceux qui savent que les choses visibles ne sont que des effets et qui comprennent les causes qui engendrent ces effets. Prenez donc la même position que dans l'exercice précédent et visualisez une cuirassée. Voyez le monstre sombre flottant sur la surface de l'eau. Il semble abandonné, déserté de toute vue. Tout est silencieux. Vous savez que la plus grande partie du vaisseau est immergée dans l'eau, invisible à l'œil. Vous savez que le navire est aussi grand et lourd qu'un gratte-ciel de 20 étages. Vous savez qu'il y a des centaines d'hommes prêts à agir instantanément. Vous savez que chaque secteur est sous la responsabilité d'officiers compétents, entraînés, qualifiés, qui ont prouvé leur capacité à diriger ce merveilleux mécanisme. Vous savez que bien qu'il soit là, apparemment inconscient à tout le reste, il a des yeux qui voient à des milliers de kilomètres autour et que rien n'échappe à sa surveillance vigilante. Vous savez
que bien qu'il semble immobile, calme et innocent, il est prêt à lancer un projectile en acier pesant des milliers de tonnes contre tout ennemi qui approcherait de loin. Vous pouvez vous représenter ce tableau sans grand effort. Mais comment la cuirassée est-il arrivé là où il est précisément? Comment est-il apparu en premier lieu? Si vous êtes un observateur attentif et curieux, vous voulez savoir tout cela. Observez le passage des grandes plaques en acier dans les fonderies. Voyez les milliers d'hommes employés à les fabriquer. Remontez encore plus en amont et voyez comment on extirpe le minerai de la terre, comment on le charge dans les barges ou dans les wagons, comment il est fondu et traité. Remontez encore plus loin, voyez l'architecte et les ingénieurs qui ont conçu le navire. Laissez votre pensée vous porter encore plus loin dans le passé pour découvrir pourquoi ils ont conçu ce navire. Vous vous apercevrez à ce point que vous êtes remonté si loin en arrière que le vaisseau est quelque chose d'intangible. Il n'existait plus. Il n'est qu'une pensée dans le cerveau de l'architecte. Mais d'où est venu l'ordre de le concevoir? Probablement du ministère de la Défense. Mais il est probable que l'idée de ces navires soit apparue longtemps avant qu'on ait envisagé la guerre et que le Congrès a dû voter le projet de loi pour attribuer les fonds nécessaires à ce projet. Il y a probablement eu de l'opposition et des discours pour et contre le projet. Qui de ces membres du Congrès représente-t-il? Il nous représente, vous et moi, de sorte que le cheminement de notre pensée commence avec la cuirassée et termine avec nous-mêmes. Et nous découvrons en dernière analyse que notre propre pensée est à l'origine du cuirassé et de beaucoup d'autres choses auxquelles nous ne songeons même pas. Et si nous poursuivons encore un peu le cours de notre réflexion, nous tomberons sur le fait que le plus important de tous, à savoir que si quelqu'un n'avait pas découvert la loi selon laquelle cette énorme masse d'acier et de fer peut flotter sur l'eau au lieu de couler immédiatement au fond, le navire n'aurait jamais pu exister. Cette loi dit que la gravité spécifique de toute substance est le poids de son volume comparé au volume équivalent d'eau. La découverte de cette loi a révolutionné les voyages, le commerce ou la guerre maritime et elle a rendu possible l'existence des cuirassés, des porte-avions et des bateaux de croisière. Vous découvrirez les bénéfices inestimables de ce genre d'exercice quand la pensée a été entraînée à voir au-dessous de la surface des choses. Tout prend une apparence différente. L'insignifiant devient important. L'inintéressant devient intéressant. Les choses que nous croyons sans importance apparaissent comme les seules choses réellement existentielles dans la vie.